Bonjour à tous. Écoutez, il est 15h30. Je vous propose qu'on démarre. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel préféré, le Dites-nous tout, mon espace santé. On est ravis de vous retrouver. Je redonne le petit point d'attention pour que ce soit confortable pour tout le monde pendant les échanges, de, s'il vous plaît, bien faire attention à couper vos micros. Voilà, parce que sinon, on passe du temps à aller les couper de façon unitaire. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions dans le chat ou intervenir. Voilà, on va dérouler les premiers éléments et puis comme d'habitude, vous retrouverez le replay à l'issue du Dites-nous tout. C'est parti. Donc, on vous a repartagé les prochaines dates du Dites-nous tout. On aura le prochain le 16 mars, donc vous pouvez déjà vous inscrire. Mmh. On va revenir sur le bilan de la première année de déploiement et les perspectives. Donc, ça fait écho à l'événement qui a eu lieu lundi dernier. Pour ceux qui, du coup, ne pouvaient pas être présents ou à distance, on vous fait un petit récap ici. Et puis ensuite, les actualités de mon espace santé et le temps de questions-réponses. Alors, pour cette première partie bilan, première année de déploiement et perspectives, même si je pense, parmi vous, certains ont déjà pas mal d'éléments en tête, et encore une fois, vous aurez le support. Il y a un certain nombre déjà, d'éléments qui sont, importants et qui participent vraiment du lancement des usages de mon espace santé et qui montrent aussi que le produit, évolue au fil de vos retours terrain, d'où l'importance de pouvoir avoir ces échanges avec les différents établissements, les professionnels de notre territoire pour toujours améliorer ce produit. C'est d'abord tout l'aspect relation usagers professionnels de santé avec notamment l'initiation d'une nouvelle conversation avec le professionnel de santé, donc qui a à ce moment-là déjà écrit à l'usager. Et puis la recherche et l'ajout d'un professionnel dans mon espace santé via l'annuaire santé. Donc quand vous êtes dans mon espace santé, que vous cherchez un professionnel, c'est bien au sein de l'annuaire santé en fait que vous allez taper pour récupérer les bonnes informations. C'est aussi, bien entendu, un des enjeux majeurs de mon espace santé, le profil médical. Il a énormément évolué. Il a déjà eu plusieurs vies ces derniers mois, D'accord. avec des modifications je dirais, de design, mais pas que, aussi essentiellement d'information, l'enrichissement notamment des mesures de données de santé. Il y en a certaines notamment qui sont apparues très récemment par rapport du coup au carnet de santé de l'enfant à venir. On en reparlera d'ici quelques mois. Une rubrique handicap également qui a été ajoutée et puis, donc si vous allez, sur le profil, vous voyez vraiment, à quel point il a été, restructuré pour notamment mettre en avant, les facteurs de risque, voilà, un certain nombre d'informations, utiles. Sur la partie, documents, c'est par exemple la possibilité maintenant de saisir ces directives anticipées via un formulaire, donc vous pouvez toujours les déposer, en format par exemple PDF, mais vous avez aussi un formulaire si vous souhaitez, passer par ce biais-là. Des sujets plus, transverses avec, mon histoire de santé, où là, on va retrouver, notamment, tout ce qui est, historique des remboursements et puis, ce dont on parle beaucoup, notamment avec la concertation de la nouvelle feuille de route du numérique en santé 2023-2027, c'est la personnalisation des messages de prévention sur la page d'accueil en fonction de l'âge et puis demain, bien sûr, encore de nombreux enjeux sur cet aspect prévention. L'application mobile, donc ça a été, un vrai levier, pour cette première année et puis, bah, notamment, bien sûr, on parle toujours beaucoup de facilité d'accès, voilà, d'avoir cette accessibilité la plus sécurisée, mais aussi la plus simple possible. Donc c'est notamment la connexion sans mot de passe sur l'application, ça, c'est vraiment très important et la possibilité d'ajouter des documents via prise de photo, ce qui correspond, à des pratiques très ancrées, bah, je dirais, sur, l'ensemble, de la population équipée, de, smartphones et puis encore une fois, tous les paramètres, de connexion, aussi et paramètres, transversaux à mon espace santé qui ont été régulièrement retravaillés, grâce à l'ensemble des remontées. N'hésitez pas à couper vos micros, je refais un petit, petit rappel à l'ordre au passage. Alors, on a, évidemment, comme je vous le disais, un produit qui évolue au fil de l'eau et donc du coup, en 2023, l'ambition, c'est d'avoir un produit encore plus personnalisé, centré sur la prévention et vraiment la gestion du parcours de santé de l'usager, Donc,
première, je dirais, action significative, dans la relation usager-professionnel, c'est ce qui va, toucher les échanges entre les usagers et les officines, je dirais, de quartier, les officines avec lesquelles les usagers ont le plus l'habitude de communiquer. Vous voyez souvent fleurir sur les vitrines des adresses, Gmail, donc non sécurisées, à laquelle vous pouvez envoyer vos ordonnances pour la délivrance. Eh bien, on va, amorcer une évolution assez significative pour, permettre aux usagers d'adresser, par, messagerie, sécurisée, donc au travers de Mon Espace Santé vers la MS Santé, des, officines, leur ordonnance pour une délivrance et donc une transmission d'informations pleinement sécurisée. C'est aussi l'évolution du catalogue de services. Vous savez qu'il est ouvert déjà aux applications, qui ont passé le process de référencement, mais sans synchronisation de données. Donc demain, l'ambition en 2023, c'est d'ouvrir avec les applications, avec synchronisation de données et tout l'enjeu que vous imaginez. C'est aussi le lancement de la première version de l'agenda de Mon Espace Santé. Donc là aussi, évidemment, c'était, un choix volontaire, on l'avait déjà dit, d'ouvrir d'abord le catalogue, puis ensuite la brique agenda, afin de permettre à l'usager de, choisir, de synchroniser, son agenda, par exemple, Doctolib, quand ils auront passé le process de référencement, avec l'agenda de Mon Espace Santé. C'est aussi, encore une fois, des évolutions du profil médical, je vous le disais tout à l'heure, avec, l'ambition du carnet de santé de l'enfant et la visualisation des courbes de croissance, le bilan, aux âges clés, donc 40-45 ans d'abord, mais ensuite 20-25 et puis 60-65 si je ne dis pas de bêtises. Également des sujets transverses avec, notamment, on l'a dit un peu en introduction, la prévention personnalisée dans mon espace santé et puis aussi l'amélioration des notifications. Voilà, c'est vraiment quelque chose aussi qui est, important, au quotidien et puis toujours aussi bien sûr faire évoluer le produit et faire évoluer le produit au travers de l'application mobile. Alors, je ne sais pas si Claire, nous Si, a si, je rejoint? suis Bah, arrivée, c'est désolée. parfait, non, je t'en prie, je te laisse la main. OK. Je sais pas s'il y a des questions, alors attendez, les vaccinations passées. Alors pour répondre à cette question, oui, alors, ça dépend si vous parlez d'un côté, côté patient ou côté, professionnel de santé, mais aujourd'hui, vous pouvez déjà saisir, vos vaccinations avec l'intégralité des informations sur le type de vaccination et la date. Normalement, c'est déjà possible de le faire, en tant qu'usager. Et après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, côté, les pharmaciens, ça fait partie des versions Ségur, qui sont en train d'être déployées. Ils peuvent, eux, alimenter avec ils pourront alimenter avec les vaccinations, qui font, eux, dans leurs officines et ce sera embarqué, c'est en cours de discussion encore, mais a priori dans la vague 2 du Ségur, que ce soit la même chose dans le côté médecine de ville ou que tout ce qui est, que les logiciels métiers puissent verser automatiquement les vaccinations et incrémenter le carnet de vaccination. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsque la vaccination elle est saisie par un professionnel de santé, elle apparaît, un petit peu comme certifiée, elle apparaît différemment visuellement d'une vaccination qui serait saisie par l'usager. Voilà, sur la partie vaccination. Alors ça, on voulait juste faire un petit rappel. Alors je sais qu'un certain nombre d'entre vous étaient peut-être présents lundi, mais vu qu'on est un petit peu on va dire, au moment des 1 an, donc c'était juste pour vous rappeler où est-ce qu'on en est en termes de déploiement, au-delà de ce qu'a pu présenter Anne sur, où en est le produit. On le voit qui évolue et d'ailleurs, n'hésitez pas à continuer à faire énormément tous vos retours, que vous pouvez avoir, soit sur des attentes en termes d'évolution fonctionnelle, soit sur des retours sur des bugs, des choses qui vous paraissent dysfonctionnelles par rapport, voilà, à comment ça devrait marcher, parce que nous, on les prend vraiment en compte et on travaille ensuite avec l'assurance maladie, à l'amélioration. Donc pour rappel, il y a eu une campagne massive d'information qui a été menée notamment, plutôt, sur le premier semestre 2022 où on a informé l'ensemble des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie français. Donc c'est près de 69 millions de personnes qui ont été informées par on va dire le canal de communication qui était le leur avec l'assurance maladie sur la création de leur profil. À la fin de cette échéance, normalement, il y avait une période de 6 semaines, pendant laquelle ils pouvaient bien évidemment s'opposer, et à la suite de laquelle on allait créer automatiquement, leur profil Mon Espace Santé. Donc en gros et ça, ce chiffre, il est vraiment stable dans le temps, hein. On a moins de 2 des personnes, ça représente à peu près 1,2 million, hein, qui se sont opposés à la création de leur espace. Mais du coup, ça a permis aujourd'hui, on a vraiment 65,7 millions de profil, Mon Espace Santé qui existe aujourd'hui.
Donc ça signifie que la très grande majorité des Français, parce qu'il faut avoir en tête qu'on a un petit reliquat de personnes, soit qui étaient en transition, qui étaient, c'est-à-dire que pas connues des bases de l'assurance maladie, soit qui, n'avaient pas de coordonnées de contact, du coup qu'on n'a pas pu informer et du coup pour lequel bien évidemment on n'a pas, pu créer de compte. Donc c'est pour ça qu'on est en train d'affiner précisément le nom, mais il faut compter entre 90 et 95 quand même de comptes, qui, profilent mon espace santé qui existent aujourd'hui et avec lequel les établissements et les professionnels de santé, peuvent déjà interagir soit par la messagerie, soit en alimentant un document. Ensuite maintenant ça c'est sur la partie on va dire compte créé, sur les usages, si on passe, voilà. Si on voit le nombre de personnes qui ont activé, qui ont fait vraiment la démarche, voilà, de prendre leur carte Vitale et de commencer à utiliser le service, donc on a 7,9 millions d'usagers, ça représente à peu près, 11 des profils, qui existent. Ce qui est intéressant, c'est on voit, on a encore une marge extrêmement importante de progression, hein, pour pouvoir toucher un maximum de personnes et notamment en enrichissant le service pour pouvoir, voilà, apporter encore plus de valeur demain. Mais on a quand même une tendance qui est quand même très positive, hein, pour un produit qui c'est pas non plus un produit du quotidien, on va dire. Parce qu'on a à peu près, sur les 2 derniers mois, là, on avait plus de 220 000 activations et on a à peu près 700 000 personnes qui ont téléchargé, l'application et ce qui est intéressant, c'est que dans les usages, on voit qu'à peu près, 40 des personnes qui se connectent utilisent aussi, finalement, se connectent sur un device mobile, donc ça peut être une tablette, un téléphone, mais sur le site. Donc on a aussi un travail de conversion à l'application, qui est important parce que, en termes d'expérience, de notification, de fluidité, ce que présentait Anne sur ajouter un document, on va encore plus loin avec l'application. Donc on a aussi un travail d'encourager les gens, à l'utiliser, notamment, pour demain, si on va plus loin dans la prévention personnalisée, on pourra aller plus loin, dans l'expérience que propose, le site, quoi. Pour les usagers qui ont activé, on voit qu'il y en a, ils s'engagent dans le produit. Donc un des éléments qu'on regarde aujourd'hui, bah, c'est la saisie notamment du profil médical, avec, plus de 40 d'entre eux qui ont ajouté, au moins une première mesure. On le fait pendant voilà, on incite pendant l'onboarding, mais vous pouvez aussi bien évidemment, y revenir après et le profil a été réorganisé, il va continuer à être enrichi, voilà, de manière à représenter vraiment un peu le pendant, personnel de votre volet de synthèse médicale et après on a une récurrence, d'usage, voilà, à peu près 10 des visiteurs aujourd'hui, des utilisateurs qui reviennent d'un mois sur l'autre. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petites questions. Effectivement, alors c'est pour les gens qui ont vraiment encore des difficultés, par rapport à l'activation, notamment parce que, on leur dit leur profil n'existe pas ou des choses comme ça. Vraiment, il faut recommander d'appeler le 3422. Il y a un canal dédié et il y a vraiment une équipe, qui s'occupe, à temps plein, de répondre au support et de régler aussi tous les cas un peu spécifiques de personnes des fois qui sont sur, parce qu'on en identifie pas mal, hein, qui peuvent être sur des transitions de régime, qui peuvent être il y a plein de raisons qui peuvent exister. Donc vraiment le 3422, c'est le bon canal, pour pouvoir préciser, pour pouvoir renvoyer les personnes qui ont des difficultés. Si un espace santé n'est pas activé, c'est possible. En fait, à partir du moment où le profil «Mon espace santé» existe, ça veut dire qu'on peut, techniquement verser un document. Le patient sera informé, c'est-à-dire qu'il recevra, une notification email qui lui dira qu'il a reçu un document dans son espace santé. Du coup, ensuite, par contre, s'il veut aller consulter ce document-là, il faut ensuite qu'il fasse une démarche d'activation. Et on l'évoquait tout à l'heure, il y a un travail, d'amélioration encore des notifications qu'on a à faire pour entre guillemets «renforcer la confiance», renforcer la parce que, on le sait, on est dans une phase où il y a quand même un ensemble de phishing, sur la marque assurance maladie et d'autres. Donc on a retravaillé là, ça rentrera, 1 à la fin du premier trimestre, une nouvelle version des notifications, quoi. Alors, il y a d'autres questions? Quand les PS alimentent le DMP avec des documents, ils voient plusieurs intitulés de documents et ils doivent en sélectionner un pour permettre l'alimentation. Est-ce possible d'avoir cette liste d'intitulés de documents? Tac, 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 comment citer le recouvert? Alors oui, on pourra vous repartager, effectivement, il y a des en fait, le DMP, il y a une classification, en fait, la classification, elle est pas exactement la même côté usager, la manière dont ils vont être classés et côté, professionnel de santé dans le DMP, mais il y a des grandes rubriques, je pense qu'on va vous les repartager, mais voilà, qui permettent de classer, les différents résultats, par typologie et ça, c'est lié à des types codes, qui sont, voilà, qui sont encodés dans les logiciels et qui permettent de simplifier, le
versement et leur classement automatique dans les DMP des usagers. Et ces codes, ils sont aussi très importants, parce que c'est à la maille du document et du coup du type de document qu'on définit les accès des différents professionnels de santé en consultation. Peut-on avoir le nombre de messes activées par département? Alors, on travaille pour avoir cette donnée, pour pouvoir les avoir à minima au niveau régional et départemental. Dès qu'on a cette donnée disponible, on va essayer de la mettre à disposition parce qu'on sait que c'est important pour aussi bien comprendre le territoire et surtout pour tous ceux qui mènent des actions de sensibilisation auprès des populations. Un profil enfant peut-il être accessible du profil de chaque parent? Oui. Alors, normalement, lorsque vous avez un compte, enfin, vous pouvez rattacher, l'enfant peut être rattaché aux 2 parents. En théorie, ça va être, il y a un parent qui recevra la notification, qui avait reçu la notification de création de compte pour son enfant et après, ce parent, entre guillemets, «titulaire», peut ensuite inviter l'autre parent et qui peut avoir une visibilité sur les différents enfants, en commun. Sur les relances d'identité, est-ce que vous parlez d'une problématique liée à la base INSEE? Parce que du coup, on pourra vous renvoyer le lien vers, si c'est un correctif lié à votre identité initiale, c'est peut-être un correctif à faire dans la base INSEE. Je ne sais sans avoir plus d'informations, c'est difficile de répondre à cette question. Heu, alors, existe-t-il des spécificités pour les enfants suivis par l'ASE? Alors pour l'instant, les enfants suivis par l'ASE, je crois que Marianne, elle est là aussi. Pour l'instant, ils sont pas inclus, ils ont pas accès à MES, ça fait partie de notre, trajectoire, mais pour l'instant, ils ont pas encore accès et effectivement, pour répondre un peu sur les différentes spécificités, enfin même, on va dire, majeurs protégés, mineurs protégés, adolescents, on est en train de faire une synthèse un petit peu des différents cas de figure, qui permettra de vous repartager un peu les spécificités. On va vous le repartager du coup, sur la boîte à outils, je pense, sur le site, e-santé. Comme ça, on pourra vous donner tous les éléments d'information. Mon prénom n'est pas correct, d'accord. Tu veux que je complète un peu sur mineurs protégés, Claire? Ouais, tu peux si tu veux. Ouais, Sous du coup thème sur, sur mineurs protégés, peut-être pour vous faire un peu, de l'état de l'art, la difficulté qu'on a, elle se pose aussi bien pour mineurs que pour majeurs protégés, c'est que les décisions de justice ne sont pas transmises de manière automatique à l'assurance maladie qui, du coup, a la possibilité de le répercuter directement pour la création des comptes mon espace santé. Donc, il y a, une démarche proactive à réaliser de la part de la personne qui est nommée pour pouvoir réaliser la mesure de protection, que ce soit pour un mineur ou pour un majeur. C'est déjà le cas aujourd'hui, pour, tout ce qui est relatif au remboursement des soins. Donc il n'y a pas une démarche, qui est différente à opérer, par le tuteur. Heu, Excusez-moi, est-ce que Cocodo peut couper son micro, s'il vous plaît? Sinon concernant les majeurs protégés, du coup, nous, le message a été passé à l'ensemble des fédérations des tuteurs pour la manière dont ça se passait. Pour les mineurs, ça a aussi été, le cas. Il y a aussi la question qui va se poser de la délégation d'accès pour ces publics spécifiques. C'est pas parce qu'on est sous une mesure de protection, notamment le cas pour les majeurs, que pour autant on a une délégation de gestion de sa santé. Donc il faut, pouvoir, à la maille, du coup, vraiment du compte, avoir la possibilité, de pouvoir mettre en place des délégations d'accès. Est-ce que vous pourriez Cocodo, si vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, ce serait top. Alors, peut-être sur les autres réponses, ne risque-t-il pas d'y avoir beaucoup de documents doublons? Alors, bien évidemment, là, on est un peu dans une phase, on va dire intermédiaire. C'est-à-dire que l'alimentation généralisée, elle n'est pas encore, en place. Les déploiements, ils sont progressifs, hein, des solutions qui sont conformes, c'est-à-dire Ségur, c'est-à-dire qui permettront d'envoyer de manière, quasi systématique, et automatiser voilà, un certain nombre de documents qui sont d'ailleurs, listés dans un arrêté, hein, qui précise, notamment les documents de sortie, un certain nombre de documents, qu'on doit verser au dossier du patient. Après, voilà, on encourage les patients
à réinsérer proactivement un certain nombre de documents. Mais à terme, la cible, c'est bien évidemment que l'alimentation se fasse notamment par les professionnels de santé ou par l'assurance maladie, selon les acteurs qui mettent ces les documents. Donc, on va dire que le risque de doublon, il est quand même assez modéré. Et après, évidemment, vous pourrez aussi gérer s'il y a un doublon, parce qu'un professionnel de santé a versé un document que vous avez aussi ajouté proactivement. Vous pouvez aussi vous-même avoir la main pour pouvoir le supprimer. Un médecin a demandé à ma famille d'envoyer l'ordonnance à la pharmacie via Doctolib. Est-ce autorisé par l'ANS, par le ministère? Est-ce légal, vous voulez dire? Alors, pour répondre à cette question, je ne pense pas que ce soit illégal dans la mesure où ils respectent ils sont hébergés HDS. Après, du coup, Anne vous l'a un peu présenté. C'est quelque chose qui n'est pas encore sorti, mais on va permettre aux usagers d'envoyer de pouvoir partager leurs ordonnances en avance de phase avec des officines, avec un certain nombre de critères préalables. Désolée, Cocodo, c'est vraiment très, très pénible votre micro. Merci beaucoup. Merci, Marianne. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est que nous, on va permettre de pouvoir le faire parce qu'on en a beaucoup discuté avec des pharmaciens sur le terrain. Il y avait une attente aussi, et c'est finalement comme vous pouvez le mettre avec Doctolib, c'est un cas d'usage, hein. Il y a plein d'autres cas d'usage aujourd'hui où les patients peuvent envoyer leurs ordonnances à la pharmacie, ne serait-ce que par on va dire une messagerie Gmail. Donc, nous, l'idée, c'est de permettre de le faire simplement sur la base des ordonnances que vous auriez déjà dans mon espace santé, et de garantir un niveau de sécurisation qui soit le bon, et de simplifier l'expérience utilisateur, d'éviter de transiter entre un certain nombre de plateformes. Mais sur la partie autorisée, je n'ai pas la réponse là, je vais vérifier, mais je doute que Doctolib fasse quelque chose qui soit interdit par la loi. Ils ont dû faire une analyse préalable. Voilà. Est-ce qu'il y a une latence entre la naissance de l'enfant et la possibilité d'activer l'espace santé? Je vais peut-être juste répondre à cette question, et après, peut-être il faut qu'on avance. Alors, pour répondre à ça, oui. En fait, aujourd'hui, on a un sujet qu'on est en train d'essayer d'adresser, parce qu'on a vraiment pour ambition de faire de mon espace santé le carnet de santé numérique de l'enfant, hein, dès sa naissance. C'est qu'aujourd'hui, pour avoir un compte, bien évidemment, il faut que vous ayez une identité, il faut que vous soyez connu dans les bases de l'assurance maladie. Donc, il faut déjà que le prérequis, c'est que déjà l'enfant existe à l'état civil. Donc, aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes à la maternité, déjà, c'est pas toujours immédiat. Donc, il faut qu'il y ait la déclaration d'avis de naissance. Donc, aujourd'hui, on a un délai, on va dire, minimal, qui est à peu près de 2 semaines, qui est lié à la phase de déclaration à l'état civil, le moment où il faut que l'enfant ait une affiliation, notamment à un régime d'assurance maladie. On est en train de réfléchir. Donc, à partir de 2 semaines, le parent peut activer proactivement du coup l'espace santé de son enfant. Et puis nous, on est en train de réfléchir à voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir verser les données de santé, notamment liées à la naissance, toute la partie périnatalité, toute la partie liée finalement à l'accouchement de la mère, qui est aussi des données qui sont souvent importantes, qui sont aujourd'hui saisies dans le carnet de santé de l'enfant, pour pouvoir le verser au plus tôt. Donc, on n'a pas encore, on va dire, craqué tous les mécanismes, mais on est en train de réfléchir à comment on peut le faire. Est-ce que ça transite par la mère? Est-ce que c'est par des mécanismes de renvoi en deux temps? Je propose, Claire, en effet, qu'on avance sur les chiffres, mais après, on mettra le turbo pour prendre toutes vos questions, hein. Vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à les poser dans le chat. Ouais. Bon, je vais aller très vite, hein. Du coup, ce qui est intéressant, c'est donc il y a la dynamique sur mon espace santé. On l'a dit, le Sécure du numérique, c'est quand même un petit peu le moteur de mon espace santé, et notamment toute la voilà, qui est très liée à la mise à jour des logiciels, et aussi à la prise en main des différents usages par les différents acteurs du terrain. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que depuis le début de l'année, il y a eu plus de 42,5 millions de documents qui ont été envoyés dans mon espace santé, hein. Donc, c'est hors attestation de dépistage, donc lié à SIDEP, qui est quand même aussi une grosse volumétrie. En termes d'envoi mensuel, on a fait presque x5, du coup, entre ce qu'on pouvait avoir en janvier 2022 et là en janvier 2023. Et juste sur le dernier mois de janvier, pour vous donner voilà, 7 une millions sur illustration. janvier. Voilà. Merci de commenter ce que je suis en train de commenter. 7 millions de documents en janvier 2023 hors patient. Et après, ce que vous voyez à l'écran, c'est un peu aujourd'hui en cumulé. Donc, c'est sur les 3 dernières années, hein. Donc,
espace finalement représentatif, mais vous avez un petit peu les différents documents qui ont été le plus versés dans mon espace santé ou avec on va dire, la biologie qui avait pris une avancée, qui avait pris une avance préalablement au Ségur du numérique avec voilà, il y avait une dynamique de versement des documents et qui est en train d'évoluer. Et ça, vous pouvez retrouver tous les chiffres normalement sur la page Ségur Transparence. Vous pouvez retrouver voilà, la courbe d'alimentation au global, vous avez la répartition par type de document, donc je vous invite vraiment à les consulter. On essaie de les mettre à jour mensuellement et si on peut faire plus, on essaiera de le faire de manière plus fine pour vous donner un peu la dynamique globale des différents On secteurs. l'avait laissé en mode si on en a besoin, enfin, il y a un peut-être touché ou pas, mais je suis pas sûr. Patilène, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Je suis désolée, j'ai un problème aujourd'hui pour le faire, du coup, c'est un petit peu pénible. Voilà, tu peux passer. Sinon, bon, voilà, c'est la courbe dont je vous parlais, donc c'est intéressant. On voit que c'est exponentiel. Là, on a quelques baisses qui sont liées à baisse d'activité, qui sont liées à, notamment, il y a eu la grève des laboratoires de biologie médicale. Hein, je ne vous apprends rien, mais on est dans une trajectoire plutôt de hausse de l'alimentation et avec une vigilance particulière pour que le déploiement des usages se fasse bien sur le terrain, en essayant de lever les différents obstacles qu'on peut rencontrer, qui sont assez différents, on va dire, selon les différents secteurs. On vous a aussi mis quelques chiffres autour de la messagerie, avec la messagerie citoyenne. Donc depuis l'ouverture de mon espace santé, on a à peu près plus de 10 000 professionnels de santé qui ont utilisé la messagerie. Alors ça comptabilise, structures et professionnels de santé, on va dire, individuels et il y a eu plus de 1 million de messages qui ont été envoyés. Alors ce qu'il faut juste, enfin je pense qu'il faut quand même modérer le propos. Il y a les usages sont très, très variés, hein, sur la messagerie. Ça comptabilise aussi, les envois de documents. Par exemple, il y a certains documents qui sont envoyés en automatique par messagerie en doublant avec le DMP. Mais voilà, on a en gros, presque 2 millions de documents, enfin de messages qui ont été envoyés. Après avec un certain nombre de messages qui ont été envoyés pour du suivi de maladies, on a des usages plutôt médico-administratifs, hein, ce qu'on avait partagé un peu notamment lors des rétex des établissements. Mais on en est encore aux prémices, de la messagerie. On n'a pas aujourd'hui le détail, détail fin des typologies précisément de messages et on n'a pas vocation non plus à regarder le corps des messages ni le droit de le faire. Donc, mais c'était pour vous donner un ordre d'idée, pour montrer que c'était aussi un usage intéressant avec aussi 7800 messages qui ont été envoyés par un usager vers un professionnel de santé. Mais voilà, il faut prendre ces chiffres quand même avec précaution, mais c'est quand même intéressant de les avoir dans le viseur avec tout ce qu'on a en termes voilà, d'enjeux aussi, en termes d'amélioration de l'ergonomie des messageries, de tous les sujets autour de voilà, simplement pouvoir clôturer des conversations et de faciliter l'intégration de la MSS dans les pratiques du quotidien avec parfois voilà, des types de balles qui ne sont pas encore accessibles sur le terrain à certains types de structures ou des balles qui sont accessibles sur un seul poste où il y a la carte CPS du professionnel. Ouais, ça fait partie des sujets qu'on accompagne aussi par ailleurs au-delà de mon espace santé. Je ne sais pas si… Je vous propose juste qu'on avance du coup sur les actualités de mon espace santé et après vraiment on va aller très vite comme ça les dernières minutes seront consacrées à vous répondre. Très rapidement, lundi du coup à l'occasion d'un an de mon espace santé, on a présenté le guide de déploiement de mon espace santé dans sa première version, surtout pour vous dire qu'on ne l'a pas fait tout seul dans notre coin, mais qu'on l'a travaillé grâce à vos retours, notamment les retours des 150 établissements pilotes et puis le travail collaboratif qu'on a pu faire avec le national, les acteurs régionaux, les établissements pilotes, voilà tous ceux qui notamment nous ont accompagnés dans ces premières relectures. Et c'est un outil, là encore, qui va évoluer au fil de l'eau. Donc, vous retrouverez très bientôt une première version. Et je crois que Malice, tu nous fais une petite démo si la technique est avec nous. Oui, tout de suite. Hop. La technique arrive. Je te dis dès que c'est bon. Et bien, c'est tout bon. On voit à l'écran. Alors, rapidement, pour avoir le temps de prendre vos questions. Donc, le guide de déploiement, déjà, il est à destination aussi bien des acteurs régionaux que tous les établissements de santé qui souhaitent se lancer dans les usages Mon Espace Santé ou qui se sont déjà lancés d'ailleurs. Et comme l'a dit Anne, il est construit à partir des retours d'expérience des 150 établissements qui ont mis en place des usages Mon Espace Santé.
C'est un petit peu l'outil qui concatène l'ensemble de vos retours d'expérience et de vos recommandations. Il est construit en plusieurs parties. Tout d'abord avec une partie introductive qui permet à l'ensemble des acteurs de comprendre les bases de mon espace santé et d'acquérir les connaissances dont on a besoin de savoir avant de se lancer dans les usages concrètement sur le terrain. Donc vous avez une partie qui reprend toutes les bases de mon espace santé, comment ça a été construit, quelles sont les grandes fonctionnalités. Une partie qui aborde un sujet assez pointu sur la confidentialité des données, sur la sécurité des données dans mon espace santé, sous forme de FAQ. Et vous retrouvez aussi la foire aux questions actualisée suite à chacun de nos Dites-nous tout. Donc là, vous aurez la possibilité de la télécharger dès qu'on aura le lien actualisé après ce Dites-nous tout là. Et on remet aussi en dur toutes les questions-réponses classées par thème. Ensuite, on passe à la première partie qui est plutôt dédiée organisation de l'équipe projet pour déployer les usages. Et notre but, ça a été de découper étape par étape toutes les étapes qu'il fallait franchir et en essayant de vous donner les recommandations adaptées pour chaque étape. Donc, on débute avec l'identification d'une équipe projet pour mon espace santé. Ensuite, on passe à l'évaluation de la maturité technique. Et à chaque fois, on essaye de vous glisser les documents qui ont été utiles pendant l'expérimentation ou alors qu'on a construit suite à l'expérimentation et aux besoins qui avaient été ressentis sur le terrain. Donc, à chaque fois, on remet les liens des outils qu'on dépose aussi dans la boîte à outils. Donc, vous pouvez aller dans les deux endroits pour les trouver et les télécharger en cliquant sur ces liens. Dans l'identification d'un parcours pilote, on vous a remis donc les grandes étapes pour identifier un parcours pilote dans un établissement et aussi les recommandations adaptées au type d'usage que vous souhaitez mettre en place au sein de votre établissement. Donc à chaque fois que vous cliquez sur un lien, ça vous ramène sur la petite fiche pratique adaptée. Et à chaque fois, on vous glisse en dessous aussi, en plus des outils, donc des témoignages avec les témoignages des établissements pilotes et puis aussi des témoignages vidéo qui ont pu être tournés pendant l'expérimentation. Ensuite, on a une partie démarrer et suivre les usages pilotes, généraliser les usages. Bon, ça rame un petit peu. Et ensuite, donc là, on retombe sur la liste des usages pilotes qui ont été mis en place pendant la phase pilote par les 150 établissements. Donc, on a essayé d'être exhaustive, elle est un peu grande, mais au moins, ça peut servir d'inspiration. Et aussi, elle a pour but d'être alimentée au fur et à mesure des usages qui seront déployés sur le terrain. Donc, n'hésitez pas aussi à nous faire part des usages que vous avez pu mener en établissement qu'il faut qu'on intègre à cette liste. Et ensuite, les deux dernières parties sont consacrées à la sensibilisation. Une partie sur la sensibilisation de la patientèle, où là, vous allez retrouver des fiches très concrètes d'actions à mener en établissement pour sensibiliser la patientèle, avec un pas à pas détaillé pour mener cette action de sensibilisation et les outils nécessaires pour le faire. Et vous allez retrouver le même type de partie pour la sensibilisation du personnel. Donc avec des actions de sensibilisation et tous les outils pour mener cette action de sensibilisation. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur ce guide, on est preneur. Le but, c'est qu'on continue de l'améliorer tous ensemble, comme on a déjà commencé de le faire quand on l'a construit avec les acteurs régionaux et certains établissements pilotes. Et je vais vous mettre le lien. Donc, c'est un lien provisoire. On attend de passer l'intégralité du guide sur une version plus perfectionnée de Slides, qui est le site qui héberge le guide de déploiement. Mais je vais vous donner le lien provisoire, du coup. Comme ça, vous pourrez le regarder. Ouais, tout à fait, Maëlys. Comme ça, vous pouvez déjà regarder, puis nous faire des retours. On va vous remettre aussi notre adresse générique. Et de toute façon, voilà, il y aura bien sûr une communication large effectuée dès lors qu'on sera sur, je dirais, le lien définitif pour que vous puissiez bien vous approprier l'outil, puis surtout nous aider à le faire évoluer. Merci beaucoup. Je passe juste sur la suite. Je vais remettre en plein écran, mais vu qu'on va refaire une petite démonstration rapide, je laisse comme ça. On est aussi en train de refondre la page e-santé, la page Mon espace santé du site e-santé pour essayer d'avoir une page adaptée à chaque catégorie d'acteurs qui peuvent être impactés par le déploiement de Mon espace santé. Donc, elle est encore en cours de construction, mais on peut vous la montrer. Hop. Donc, on a commencé à la refondre avec l'équipe communication de l'ANS.
Donc, vous aurez en fait des contenus adaptés à chaque catégorie d'acteurs. Donc, si on va sur établissement sanitaire, donc on aura une page dédiée avec des éléments de langage adaptés et en bas, la boîte à outils qui existe déjà et qu'on a repris et qu'on continue d'alimenter et de mettre à jour. Et comme vous l'avez vu, on aura également cette page adaptée pour les professionnels de santé que vous pourrez d'ailleurs directement transmettre à vos professionnels s'ils sont en recherche d'informations. Et il y aura également aussi tous les outils nécessaires aux professionnels de santé qui seront recensés dans cette page. Hop, je vais me remettre en plein écran. Mais du coup, c'est déjà disponible de mémoire. C'est qu'on va encore l'améliorer, mais il y Oui, a elle vraiment est cette déjà idée de disponible. ouais, Mm, mm. voilà, vous pourrez aller voir, hein, mais l'idée, c'est de mettre à disposition de manière encore plus simple les contenus selon les types de profils, voilà, que vous ayez un peu les réponses à vos questions, assez Exactement. simplement et des éléments de langage adaptés. Exactement. Et d'ailleurs, il devrait être publié là très prochainement. On a déjà demandé leur publication. 4 nouveaux outils, enfin trois nouveaux outils pardon, et une mise à jour. Donc la FAQ des Dites-nous tout qui a été mise à jour suite au dernier qu'on a remis dans la boîte à outils et 3 autres outils, donc 2 qui concernent des éléments de langage, un pour les professionnels de santé. On a recensé les éléments de langage pour qu'ils puissent sensibiliser leur patientèle, donc avec un langage adapté et un nouvel outil donc à destination des équipes projet qui souhaitent sensibiliser le personnel de leur établissement aux nouveaux usages Mon Espace Santé qui vont démarrer au sein de leur établissement. Et enfin, le dernier outil, c'est une proposition de mail type pour les équipes projet Mon Espace Santé en établissement qui souhaitent faire un mail d'information auprès du personnel de leur établissement concernant l'arrivée de nouveaux usages Mon Espace Santé. Voilà concernant les nouveaux outils. Anne, je te rends la main pour les ateliers. Oui, merci beaucoup Maëlys. Donc, tout ce que vous a partagé Maëlys, je vous ai remis là le lien vers notre page. N'hésitez pas à aller vraiment, fouiller, c'est à votre disposition. Voilà, faut vraiment, vraiment vous approprier ces outils. On voulait, très vite, aussi par rapport à l'événement de lundi, sur les 1 an de Mon Espace Santé, vous faire un retour sur les ateliers. D'abord pour vous dire, en introduction que c'est évidemment une après-midi de travail pour nous, et pour, l'ensemble des participants et des intervenants, qu'on vous fera des retours plus, détaillés ultérieurement. Mais c'était déjà pour vous dire qu'on avait adressé plusieurs sujets, qui font écho d'ailleurs à certaines questions que j'ai vues dans le chat, notamment Mon Espace Santé et les usages d'invisibilité, du DMP. Donc là, ça fait écho un peu à ce qui était indiqué, par rapport à rendre invisibles certains documents, le temps de la consultation d'annonce et cetera. Le rôle des aidants, donc pas que la sphère, aidant pro, mais la sphère, aidant proche et voilà et tout ce qu'on peut imaginer, pour, je dirais déléguer des accès, mais voilà, quelle traçabilité, quelle durée, quels documents, enfin voilà, ça pose plein de questions et ça, c'est hyper intéressant. Les usages administratifs, là, en se disant qu'on a vraiment des discussions à avoir, autour, de Mon Espace Santé, la préadmission, l'articulation qu'on peut avoir, avec, les portails patients des établissements. Les parcours complexes, où là, on a beaucoup discuté, notamment, du pilier secrétariat médical, au sein des établissements et voilà le rôle qu'on peut avoir, toutes les actions de prévention qu'on peut avoir avant et après, de prévention à la récidive. Les parcours d'urgence avec, du coup, les accès, des professionnels des urgences à Mon Espace Santé, et puis, bien sûr, faire vivre le guide de déploiement. Vous l'avez vu et on vous l'a dit, ça va être une première version et puis le but, c'est de l'enrichir, au fil de l'eau. Donc on vous fera un retour plus détaillé lors du Dites-nous tout du 16 mars. Donc là, on va pouvoir rebalayer vos questions. Il y en a plusieurs. Claire, je crois que tu as répondu à certaines d'entre elles, mais il y en a sans doute qu'on peut repointer. Je vais essayer de remonter dans le chat pour voir où nous nous sommes arrêtés. Je crois qu'il y avait des questions liées aux ordonnances de mémoire. Je crois que je ne suis pas très loin. Voilà, c'est ça. On l'a déjà dit. Tac, 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 Là, tac. j'ai une question à laquelle on n'a Ouais. pas répondu, je crois. En ce qui concerne les premières connexions sur les DMP, à plusieurs reprises, un patient a été prévenu de ma connexion seulement après ma consultation de son dossier. Est-il Oui, prêt? Ah, on a déjà répondu?
Non, j'étais en train de la saisir, mais bon, je vais Ok. la répondre. Ah ben vas-y, Yesa, avec plaisir. Merci. Bonjour, Yesa. Bonjour. Non, en fait, j'étais en train d'écrire qu'effectivement, à la première connexion, en fait, au DMP, donc le médecin va recueillir justement le consentement du patient, donc soit à l'écrit ou à l'oral. Et puis, par la suite, effectivement, une fois que le médecin s'est connecté, le patient sera notifié une seule fois dans la journée, juste si le médecin a pu alimenter un document ou une consultation qui a été faite auprès du professionnel de santé. Donc, il ne sera pas notifié à chaque instant ou à chaque moment de consultation du médecin. Ça sera regroupé. Merci, Yesa. Alors, je crois qu'on avait une question sur le mode invité, en effet, qui est disponible uniquement sur l'application. Donc, c'est bien le cas, hein. Pour l'instant, c'est uniquement disponible sur l'application. Alors, je pense que j'en ai zappé d'autres. Il y en a plein d'autres. Alors juste, vous dites: «J'ai Ouais. besoin d'être aidé sur l'alimentation en espace santé dans le cadre de la fenêtre 4 de SONES». Donc là vraiment, je vous recommande d'aller, c'est vraiment les acteurs régionaux, donc c'est, l'ARS notamment, donc je ne sais pas dans quelle région vous êtes, le nom c'est qualité, mais il faut que vous contactiez. Vous avez probablement une équipe régionale, qui vraiment s'occupe d'accompagner, au plus près, pour pouvoir, candidater et aussi sur les enjeux plus, voilà, techniques, organisationnels et ils ont vraiment une expertise très forte. Donc c'est les acteurs régionaux qui sont les mieux à même de vous accompagner là-dessus. Alors, Maïlis, si tu peux m'aider dans le chat, je ne Oui. sais plus où nous nous sommes arrêtés. Si jamais toi, tu as la... Alors après, il y avait des questions sur les accès simplifiés avec notamment Ouais. l'exemple de FAL. Donc ce que je précisais dans le chat, c'est que donc là, on est en train de travailler vraiment à l'amélioration de l'accessibilité générale. Donc c'est aussi l'activité donc visuelle, auditive. Donc on a vraiment, il y a eu des audits, il y a eu des actions d'amélioration, donc avec des impacts forts sur le site, qui aujourd'hui est partiellement accessible, sur qu'on est cohérent avec le RG2A, le référentiel général d'accessibilité, à hauteur de 75. Donc on a encore une marge à franchir. Après sur, on va dire, des wordings adaptés, on n'y est pas encore. Donc on va dire sur le court terme, nous là notre, on va dire notre démarche c'est qu'à minima, on puisse décliner ce qui est plutôt les supports d'accompagnement, qui peuvent être, utilisés dans le cadre des actions de sensibilisation, soit aussi, voilà, soit adaptés avec, pourquoi pas du FALC et on est en train de voir, voilà, comment est-ce qu'on peut, avoir en tout cas des éléments d'accompagnement, en plus du produit et après on travaillera probablement à l'amélioration du produit mais comme la feuille de route, vous l'avez vu, est bien chargée, on essaie d'avancer, on va dire petit à petit sur ces chantiers. Alors, je crois qu'on nous redemande, j'ai pas fait attention à Alice, tu as peut-être pas eu le temps de le mettre, le lien Du guide. provisoire vers le guide. Ouais, tout à Ouais, fait. je le mets tout de suite. Alors les Est-ce- informations sur ma santé disponibles sur mon espace santé. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, dans mon espace santé, il y a un peu deux volets différents. Il y a vraiment la partie documents, en fait, qui s'appuie sur, la brique historique et le DMP et donc là, donc les documents de santé, sous réserve des paramétrages individuels qu'a pu faire le patient, il peut, masquer tous ces documents, masquer unitairement des documents, bloquer, des professionnels de santé de manière proactive. Sous réserve de ça, en fait, normalement, un professionnel de santé, si effectivement, comme le disait Yeza, il a bien informé, le patient ne s'est pas opposé, il peut consulter, voilà, les différents documents, qui sont stockés dans la partie, DMP et bien évidemment, c'est conditionné à son rôle. C'est-à-dire que s'il est infirmier, il n'a pas exactement les mêmes droits d'accès qu'un dentiste, qu'un médecin et ça, on vérifie ses droits, grâce à une matrice d'habilitation, qui définit à la maille du document, qui a été discutée avec les ordres et donc c'est en fonction de votre mécanisme d'authentification qui est, soit votre carte CPS, soit votre carte ICPS, voilà, qui va permettre de vérifier ce rôle-là. Donc il peut il peut accéder à vos documents. Sur la partie profil médical, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a 2 rubriques de la partie profil médical qui sont accessibles, aux professionnels de santé, au même titre que les documents. C'est la rubrique vaccination et il y a la rubrique normalement directive anticipée. Heu, voilà. Après sur le reste du profil médical, par exemple vos antécédents, vos allergies, en fait, si vous voulez que le professionnel de santé les voit, il faut enregistrer votre profil médical comme un document.
Donc, voilà, on essaie de travailler pour inciter les utilisateurs, notamment à le faire, parce que c'est hyper important dans les cas d'urgence. Enfin, il y a plein de situations où ces données-là peuvent être vraiment précieuses, de savoir vos traitements. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas eu d'action proactive de l'utilisateur pour enregistrer son profil médical, ces informations-là, elles ne sont pas accessibles à travers le DMP que le professionnel peut consulter, soit via le site dmp.fr, soit si c'est en intégré dans son logiciel. Il y a un certain nombre de logiciels qui ont intégré de manière plus ou moins bonne, et ça va être notamment les améliorations de la vague 2 du sécurité numérique, mais qui permettent déjà d'accéder à ces documents. Et donc, la réponse, c'est oui, les professionnels de santé peuvent accéder à un certain nombre de rubriques, mais sous un certain nombre de conditions qui sont liées à leur exercice personnel. Dans mon histoire. Oui, j'ai pas monsieur Frilou, j'ai pas tout à fait saisi votre question. Hésitez pas à prendre la parole si vous voulez, juste pour préciser, qu'on soit bien sûr de pouvoir vous Oui, répondre. vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, Oui, non, simplement, j'étais en même temps que je vous écoutais, j'étais sur mon histoire de santé personnelle. Très bonne Et initiative. comment? Je dis, c'est une excellente initiative. Ah oui, ça permet de tester certaines fonctionnalités. Et je m'aperçois que quand un médecin est cité comme étant une consultation, par exemple, ou un acte médical, bah, il me dit pas si le médecin est déjà enregistré dans le médecin ou pas, parce qu'il peut très bien pas m'en souvenir. Et en fait, il me propose systématiquement de l'enregistrer. Après, il me répond, bah non, il est déjà enregistré. Donc, ça me paraît un peu inutile. Ça pourrait être plus simplifié de signaler que ce médecin est déjà enregistré, quoi. Distinguer ceux qui sont enregistrés et ceux qui ne le sont pas. Voilà, c'est une suggestion. On va regarder, oui, du coup, c'est dans mon histoire de santé. Effectivement, maintenant, on a rajouté le fait que vous pouviez l'ajouter à votre cercle de soins théorique. Je suis étonnée que Bon, ça vous le repropose s'il est déjà enregistré. eh On va ben, regarder je ça. viens de le faire 2 fois de suite sur Eh ben, 3 fois de suite, enfin 3 fois sur 3 médecins différents que j'avais dans ma liste. Et ces 3 fois, ils m'ont proposé de l'enregistrer et ils m'ont annoncé derrière, ah oui, il est déjà enregistré. Donc c'est un petit bug sûrement ou quelque chose ok, que, c'est voilà, bien mais vu. c'est une remontée d'informations. Voilà. Bah, Ils merci proposent- beaucoup, hein. Merci. Voilà, c'est tout. Hein. Peut-être pour compléter dans le chat, j'ai vu pas mal d'échanges par rapport au médico-social. Alors, bien sûr, hein, dès à présent, le secteur médico-social est concerné par l'alimentation et par la consultation du DMP. Et comme le met IESA, il y a une évolution en cours, hein, de la matrice d'habilitation pour élargir les accès et les maîtriser pour certains professionnels du médico-social qui n'étaient pas forcément adressés initialement. Donc ça c'est bien en cours et puis on n'hésitera pas aussi à vous du coup à vous communiquer des informations, dans les prochains Dites-nous tout quand ça aura, évolué. Alors il y a peut-être d'autres questions sur lesquelles on peut revenir. Heu, alors je crois qu'il y avait c'est ça Claire, tu demandais si madame Dussaucy, vous voulez préciser une question? Pour le CHU de Rennes? Non, je rebondissais juste sur l'histoire de, comment dire? Du fait de démasquer automatiquement, des résultats d'examen, Oui. par exemple, par rapport à l'attente de la consultation d'annonce. C'est vrai qu'aujourd'hui, je rejoins la remarque qui a été faite, je ne sais plus trop par quelle personne, mais, nous, c'est un vrai frein aujourd'hui et il y a beaucoup de réticence au niveau particulièrement des radiologues et des biologistes parce qu'en l'occurrence, c'est pas la personne qui produit le document qui, elle, peut choisir de le masquer, partant du principe qu'il y aura nécessairement une consultation d'annonce, c'est vrai, mais c'est pas elle, derrière, qui fait la consultation d'annonce et donc sans démasquage automatique, c'est infaisable, de venir démasquer ce document manuellement puisque, la personne qui fait l'annonce, n'étant pas celle qui produit le document, enfin Alors, D'accord. ouais, tout à fait. Merci pour, cette remontée, mais comme je l'ai dit, mais je l'ai dit, hyper vite, hein. On a parlé de ce sujet-là, lundi, lors d'un atelier, donc c'est vraiment intéressant d'avoir vos retours aussi pour, alimenter nos réflexions, mais on est bien conscient, je dirais de cette réalité de terrain, qu'il faut adresser. mmh Parce qu'il en avait été question déjà à l'époque du DMP, V1. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été, mis en œuvre et donc nous, je sais qu'au CHU de Rennes, on préfère ne enfin, pour le moment, en tout cas dans l'état, mais avec les cibles d'usage, du CNES, je pense qu'on va changer de fusil d'épaule, mais jusqu'ici, on préférait ne pas déposer du tout sur le DMP plutôt que le déposer masqué au risque qu'il ne soit jamais rendu visible. D'accord.
Mais c'est OK, OK. Peut-être on en rediscutera, mais effectivement, il y a pas mal de questions à ce sujet et les organisations sont assez différentes, donc on n'a pas résolu, c'est ce que je précisais, hein. C'est après la loi en prévoit. Normalement, il y a un délai, hein, normalement, qui est d'ailleurs assez court, hein, qui est en théorie de 2 semaines. Mais on est en train de rediscuter, voilà, quel serait si jamais ça se met en place, quel serait le bon délai? Et l'idée, c'était aussi d'aller au plus près du terrain pour bien comprendre, voilà, est-ce que c'est effectivement la personne qui le masque qui le démasque? Ce qui est pas le cas ce qui est le cas dans un certain nombre de fois, de situations et pas systématiquement. Donc, éventuellement, on reviendra vers vous pour, avoir votre retour côté Sudren. Ouais, Mmh. c'est ce que j'allais dire. Claire, madame Dussaucy, n'hésitez pas à nous partager, si vous êtes d'accord, votre email, hein, pour qu'on puisse vous recontacter ultérieurement. Mmh. Ouais, 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 pas de problème. Et juste, j'avais une question un peu plus haut sur les ordonnances, pareil, une question qui avait été posée par une autre personne. Et il y a des craintes aussi au niveau des prescriptions qui sont faites. Et donc, on dépose déjà les prescriptions de sortie sur le DMP par rapport au fait qu'elles soient imprimées et donc utilisées à tort dans différentes pharmacies. Et je ne sais pas s'il est prévu à terme de mettre un filigrane ou quelque chose comme ça sur les prescriptions. Heu Il y aura la e-prescription qui quand même vise à justement, avoir de la traçabilité sur, la dispensation effective, d'une prescription. Alors aujourd'hui, elle est uniquement embarquée en ville, hein, ça arrivera à l'hôpital, mais c'est pas encore le calendrier est pas encore précis, surtout, elle est pas déployée encore, massivement en ville, quoi. Donc on est encore dans des systèmes de pré-série, mais qui visent notamment en fait, vérifier l'unicité d'une prescription, donc répondre à voilà, cette problématique de le numérique, on peut la dupliquer et aussi à avoir plus de visibilité sur la traçabilité des dispensations effectives, en fait. Donc ça contribuera notamment, à y répondre. Mais je note votre point peut-être pour vous faire une réponse plus précise, notamment avec les personnes en charge de sujets plutôt autour de l'ordonnance numérique, Mmh. parce que je Merci. risque d'être imprécise. Et effectivement, ceux qui veulent frauder peuvent aussi photocopier dans ce papier. Est-ce que alors attendez, il y a vrai frein pour les napathes et radiologues. Très bien, très bien. Quand mon espace santé n'est pas activé par le patient, est-ce que les autres médecins ont accès aux documents du DMP? Oui. Alors c'est aujourd'hui oui, mais sous réserve, d'un certain nombre de conditions, que j'ai évoquées précédemment. C'est-à-dire que son rôle, dans la matrice lui permet d'y accéder, qu'il ait un dispositif d'authentification, heu, au niveau de confiance, donc aujourd'hui, il peut pas s'identifier, par certificat serveur, hein. C'est des choses qui vont être en expérimentation des établissements, mais l'idée, c'est qu'on puisse tracer à chaque fois à la maille vraiment, la personne qui fait la consultation, donc c'est de l'identification directe pour, consulter et bien évidemment toutes les contreparties, c'est, notification pour le patient, traçabilité dans l'historique d'activité et bien évidemment la pratique de consultation, elle s'inscrit dans le cadre légal, existant aujourd'hui, de déontologie du professionnel de santé qui n'est pas vocation, voilà, il y a une logique de minimisation déjà de la donnée consultée, et que ça doit se faire bien évidemment dans le cadre d'une prise en charge, que ce soit sa préparation ou sa consultation effective. Mais on ne peut pas aller consulter, l'intégralité des DMP de sa base client, de sa patientèle, sans raison, quoi. Donc ça, on est aussi en train de travailler avec les ordres, les parquets, pour pouvoir, mener des actions de sensibilisation et peut-être pour rappeler, on vous refléchera vers un petit mémo où on a un peu, synthétisé tout ça là, qui a le droit d'accéder à quoi, c'est quoi les règles, c'est quoi les mécanismes d'identification. Je pense que ça peut être intéressant de vous le réfléchir et peut-être juste dernier élément aussi dans la logique de sécuriser les non-mésusages, hein, c'est qu'il y a aussi des mécanismes de détection d'éventuels mésusages, notamment, on va dire que l'assurance maladie détecte s'il y a, des sursollicitations venant de certains professionnels en alimentation ou en consultation, quoi, avec des seuils qui peuvent amener à des blocages et derrière, voilà, on investigue en direct avec les différentes structures concernées, quoi. Olivier, je crois que tu avais une question. Ah, j'entends pas, je suis désolée, je sais pas si j'entends pas. Non, moi non plus. Sinon, je prends la question qui était dans le chat que tu as déposée, hein. En effet, quand le profil, Mon espace santé de l'usager n'est pas encore activé, donc on a dit tout à l'heure, hein, le professionnel peut alimenter, le DMP, mais il peut aussi, consulter le DMP. Du coup, ça notifie,
ça notifie l'usager, hein, comme l'a rappelé Yesa tout à l'heure, pour aussi du coup l'inciter à aller activer son profil Mon Espace Santé. Je crois qu'on a encore, je regarde, non, il faut que je remonte. Alors, oui, on va corriger. Je vois que vous nous indiquez qu'il y a un petit problème avec un lien, avec un mémo. On va demander une correction. Ça arrive parfois quand il y a des bascules, ça doit être inhérent à notre modification de page. On va corriger ça très rapidement. C'est bizarre parce que moi, je suis dessus. Ah ouais, bon. Ouais. Alors peut-être une indisponibilité. Est-ce qu'un document déposé depuis un logiciel métier sur le DMP d'un patient peut être supprimé par l'auteur du document depuis WebDMP? Yesa, je ne sais pas si tu veux répondre. Là, comme ça, j'ai envie de dire oui, hein. Oui, 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 tout à fait, c'est possible. Alors, je reprends juste la question. Est-ce qu'un document déposé depuis un logiciel métier sur le DMP d'un patient peut être supprimé par l'auteur? Alors oui, c'est possible en fait de supprimer le document directement justement sur le site web PS, web DMP. Du coup, il y a le professionnel de santé qui a ajouté ou qui a alimenté ce document-là. Il peut avoir la main pour supprimer complètement le document. Il n'y a pas d'autres questions. Je pense, de toute façon, on vous partagera peut-être les réponses à ces différentes questions, on les renverra. Il y avait une dernière question. Quelle place occupent les familles d'accueil pour majeurs ou mineurs concernant les niveaux d'accès? Ça dépend, comme l'évoquait Marianne tout à l'heure, de la connaissance que peut avoir l'assurance maladie. Oui, effectivement, c'est la même réponse, hein. Ça dépend de la possibilité qu'a l'assurance maladie de connaître ces éléments. Alors juste, il y a encore 2 questions là sur la partie diabète. J'entends qu'il faut préciser j'imagine que c'est quand pourrons-nous mettre certaines données à saisir, mais ou c'est lié au SIAT et ça, au fait que vous puissiez avoir des dispositifs de suivi et que vous pourriez faire ces C'est données? un peu le créneau, là. Oui, simplement, je suis diabétique de type 2, donc j'ai beaucoup de choses dans mon état de santé, puisque j'ai beaucoup de contrôles, etc. Et là, je viens d'aller voir sur les choses qu'on peut rajouter sur les données personnelles, et on peut rajouter l'HbA1c, on peut rajouter les glycémies, on peut rajouter tout ça. Et ça, c'est des éléments que je recueille avec mon smartphone et avec ma pompe, sur mes différents outils numériques que j'ai pour suivre mon diabète. Et simplement, pour l'instant, je suis ça avec des applications extérieures, et qui sont dépendantes un peu de certaines entreprises privées. Et je voudrais savoir si un jour on pourra transférer aussi ces données-là qui existent, qui sont présentes quelque part, sur l'espace santé. C'est une question de futur. Voilà. Tout à fait. Ah oui, oui, en fait, ça fait partie du catalogue des services qu'a présenté Anne. Donc alors ça va dépendre un petit peu des applications que vous utilisez pour le faire, mais ça fait tout à fait partie des objectifs, hein, de ce catalogue de pouvoir, finalement, centraliser à un endroit où c'est pertinent, finalement, l'ensemble des données de santé que vous pouvez, Ah, voilà, voilà, récupérer soit via une application tierce. Donc ce sera lié, les prérequis, c'est c'est qu'il ça, voilà. faut que votre Ouais, application soit, référencée dans le voilà. catalogue de Que j'utilise services. par exemple MyGabi, qui est une application sur le net, qui permet de synthétiser à la fois mes données de mon capteur, les données de ma pompe. J'ai en plus les données de mon HbA1c lorsque je viens fait mesurer dans le laboratoire. Donc simplement, elle existe. Bon, c'est tout ça, c'est pour savoir si un jour tout ça, ça sera rassemblé, parce que si le médecin vient consulter, il aura tout de suite tout, alors qu'aujourd'hui, il faut qu'il aille le chercher dans différents domaines. Et si j'ai un accident demain, il n'aura pas forcément une accès très facile à ces données-là, quoi. Tout à fait, mais en tout cas, ça fait partie des objectifs du catalogue de services de pouvoir référencer. Enfin, je me demande si d'ailleurs Madiabi, il n'est pas en cours de process Ah, de il est référencement. en cours parce qu'il n'est pas dedans, ça c'est sûr. Ah oui, oui, non, mais après, aujourd'hui, il n'y en a que 18, Ouais, si c'est je ne ça. ou 20, Ouais. Voilà. parce que le process de référencement est très exigeant avec des critères éthiques, interopérabilité, sécurité. Et après, il y a des étapes supplémentaires ensuite pour ceux qui veulent échanger des données. Mais ça fait tout à fait partie des applications un peu cibles qui apportent de la valeur à la fois pour mon espace santé et inversement, vous Ouais. pourriez imaginer Ouais, utiliser des données de mon espace santé pour ces parce que éléments-là. moi,
je le fais, mais j'ai l'impression que je le fais un peu dans le vide, dans la mesure où c'est très peu de gens peuvent. Si, il y a la personne qui suit ma pompe là, qui peut y accéder, donc c'est le prestataire de service. Mon médecin, a priori, il suit uniquement à botte le capteur, je suis pas à la pompe. Vous voyez, je veux dire que c'est vrai que c'est rassemblé par là, ça serait. Je vais m'apercevoir que ça pouvait exister, donc je me dis. Ça pourrait être déversé automatiquement puisque les données, elles existent elles existent quelque part, hein, si vous voulez. Oui, mais Voilà. tout à fait. Ça fait partie, donc Bon, ce sera voilà. le catalogue est ouvert avec échange de Il y a données. besoin d'un cobaye, je suis à votre disposition. Voilà. On a noté, du coup, on va prendre votre mail, ça nous intéresse. Avec plaisir. Peut-être juste, il y a une Voilà. dernière question qui a été remise, je crois. Le bilan concernant l'adhésion des professionnels de santé libéraux. Alors, je vais faire une réponse un peu en 2 temps. Donc, déjà, on en est tôt, hein, parce que faut avoir en tête que vraiment le déploiement de DMP, Mon Espace Santé, bah, il est vraiment, il doit vivre en parallèle de ce qui est fait avec la mise à jour des logiciels Ségur, hein, qui va faire que bah, pour les professionnels, ce sera sans effort de verser les documents clés. Ce sera plus simple de pouvoir consulter les profils Mon Espace Santé du patient. Donc, là, on en est vraiment sur la médecine de ville, notamment radiologie, parce que vous mettez professionnels libéraux, biologie, on est en plein dans les installations, c'est-à-dire dans les mises à jour. Donc, on est dans la phase où les éditeurs mettent à jour, il y a un accompagnement qui est fait notamment par le réseau de l'assurance maladie. On est en train d'essayer de corriger on va dire, les éventuels dysfonctionnements logiciels, parce qu'ils ont dû faire beaucoup d'évolutions. Il y a encore des améliorations ergonomiques qui sont importantes à faire pour que ça rentre vraiment dans les usages, que ce ne soit pas du rajout de complexité administrative. Mais voilà, donc, globalement, on est dans la phase d'appropriation et de développement des usages. Donc, c'est assez tôt pour donner un bilan, mais il y a plutôt un volontarisme et on va dire, une perception de la valeur que ça peut avoir en termes de coordination, de nos redondances d'examen. Mais on va dire, tout reste à construire en termes d'accompagnement, de développement. Donc, on est plutôt sur du temps long. Ce qui est pour les profils, on va dire infirmiers, kinés, aujourd'hui, ils sont pas en fait, leurs logiciels, ils sont pas encore, éligibles au dispositif Ségur. On est en train de travailler sur les évolutions à mettre en œuvre. Pour autant, heu ils peuvent d'ores et déjà accéder par le biais du site web PSDMP au profil de leur et Mon Espace Santé de leurs patients si c'est pertinent et échanger par leur messagerie sécurisée s'ils en ont une. Donc il y a déjà des usages possibles. C'est juste qu'aujourd'hui, ils ont été un peu moins adressés, notamment par la communication nationale, mais ça va être renforcé. Et d'ailleurs, on est en train de commencer à faire des actions avec les infirmiers pour pouvoir leur en parler, parce que c'est des acteurs clés, notamment pour des parcours de soins un petit peu longs et complexes. Mais ils en sont vraiment, on va dire, au début, et ils peuvent pas eux, en tout cas, leur logiciel leur permettent pas de partager simplement des documents, parce qu'ils sont pas encore avec des versions sécures, mais c'est ce qu'on est en train de travailler avec ce qu'on appelle, nous, un peu les nouvelles task force qui justement discutent avec des acteurs métiers pour pouvoir imaginer, bah voilà, c'est quoi les actions que mon logiciel devrait être en capacité de faire demain. Et peut-être en dernière question, il me semble qu'on l'a abordé tout à l'heure, le placement en MEC. Je sais plus ce qu'on avait donné comme élément de langage. Est-ce qu'on peut juste rapidement le redonner? En fait, mon souci, pardon, c'est que quand les enfants ils sont placés, éloignés de leurs parents et placés en MEX, s'il y a des choses qui sont versées au DMP pendant qu'ils sont éloignés, les parents, ils ne devraient pas y avoir accès. D'où ma question, est-ce que si l'assurance maladie a la mesure d'éloignement, est-ce qu'ils peuvent couper l'accès ou faire en sorte qu'il y ait des documents qui ne soient pas visibles? Parce que ça peut être très dangereux, en fait. Là-dessus, du coup, ouais, même réponse. Donc, c'est vraiment exactement les mêmes cas de figure. J'imagine que les situations auxquelles on pense, c'est donc des enfants qui sont placés dans des cadres de mesures d'urgence, etc. C'est vraiment, du coup, la même situation qu'aujourd'hui, un enfant qui se retrouve placé et qui a un suivi de sa santé d'un point de vue remboursement, par exemple, des actes médicaux qui sont pratiqués. On va couper, du coup, le flux, effectivement, aux parents pour que ce soit le tuteur qui perçoive, du coup, ces différents remboursements, etc. En revanche, dans les démarches qui sont menées du coup dans le cadre du placement de l'enfant ou du retrait de l'autorité parentale, il y a la démarche proactive qui doit être effectuée de la part du tuteur pour se rendre auprès des services de l'assurance maladie. C'est du coup exactement le même chemin
pour mon espace santé qui est conservé. Ça peut être un éloignement provisoire, hein. Après, il y a aussi un autre dispositif, peut-être Marianne, qu'on n'a pas évoqué, mais qui existe, c'est qui n'est pas que pour des cas d'enfants éloignés, mais c'est qu'il y a la possibilité pour un professionnel de santé de masquer les documents aux parents, aux représentants légaux. Imaginons, il n'y a pas eu de mesure de justice, mais que voilà, il y a un éloignement temporaire. Et ça peut être le cas, genre, on va dire, pour des jeunes qui ont une IVG, qui ne veulent pas que leurs parents soient au courant. Mmh. Ça pourrait aussi être fait dans ce cas-là. Ça, c'est possible d'ores et déjà de rendre ces documents invisibles aux tuteurs, enfin aux représentants légaux, quoi. Visibles par les autres professionnels de santé et visibles par voilà. Mais aujourd'hui, c'est déjà quelque chose qui est possible. D'accord, ça c'est mieux. OK, merci beaucoup. Merci à tous pour toutes ces questions qu'on va évidemment collecter pour alimenter la FAQ. On est au bout de notre Dites-nous tout. On vous donne rendez-vous pour le prochain, le 16 mars. Voilà, on vous espère aussi nombreux. Et puis d'ici là, voilà, il y aura pas mal d'actualités avec notamment donc le guide de déploiement, hein. On vous fait une communication rapidement. Merci à tous. Très bonne fin de journée. Et peut-être juste Anne, si vous avez des questions un peu complexes, nous on est preneurs aussi de les avoir en amont, parce que vous voyez, on n'a pas toujours toutes les réponses, que c'est lié à mon espace santé, mais il y a aussi des choses qui sont très liées au programme du Ségur. Donc n'hésitez pas à nous les envoyer On en va vous amont. remettre l'adresse, ouais, tout à On fait. les Ouais. préparera pour pouvoir vous répondre au mieux possible. Eh ben, Stéphane, ouais, on remet l'adresse générique, Maëlys? Oui, je suis en train de le faire tout de suite. Super, top. Merci encore, à bientôt.